C'est quoi la routine d'entraînement du survivologue? La méthode Quick and Dirty, en gros, c'est basé sur un principe de variabilité énorme. On choisit déjà si notre priorité c'est d'être plus fort ou d'être plus endurant. Donc moi, dans mon cas, je priorise généralement l'endurance, parce que naturellement, je suis assez massif et assez fort. Et si j'ai un truc où je vais progresser, c'est plutôt en endurance. Du coup, je tire un dé, et en fonction du résultat du dé, je sais si je vais faire du travail de force ou du travail d'endurance. Il y a une espèce de petit algorithme qui fait qu'on va avoir plus souvent ce qu'on a choisi de prioriser. Si j'ai un chiffre pair, je fais ce que je priorise. Si j'ai un 1, c'est un jour de repos. Et si j'ai un chiffre impair, je vais travailler ce qui est pas ma priorité. Donc si, par exemple, ma priorité c'est l'endurance et que je tire un 2, ben, je vais faire de l'endurance. Si je tire un 1, je me repose. Si je tire un 5, je vais faire de la force. Si je tire un 2 et que je tombe sur un truc d'endurance, ben, je vais retirer un dé. Et admettons, je vais tomber sur un 6. Ben, le 6, ça va être une grande marche. Et donc, je vais aller marcher. Et ça, c'est tous les jours? Tous les jours. Le jeter de dés est tous les jours. Après, il y a encore un troisième lancer de dés pour savoir le volume de ce que je vais faire. Ok. Et du coup, je vais avoir donc mes jours qui sont pas mes jours de priorité. Donc, par exemple, si je fais de la force et que c'est pas ma priorité, mon but c'est pas de forcer et de faire de l'intensité, c'est juste de faire de la qualité. Donc, par exemple, je vais peut-être faire tirer des squats. Ben, mon but c'est pas de me mettre dans le rouge avec les squats, c'est de travailler la technique et le ressenti de mes squats avec un poids relativement léger. Donc, c'est du repos en fait, du repos actif. Et si ma priorité c'est cardio et que je tombe sur une journée avec des Tabata et que j'ai 6 Tabata à faire, là je vais être dans le rouge de chez rouge, mais ça va arriver une fois de temps en temps, ça va être une fois par mois peut-être. Et du coup, on s'entraîne tous les jours, mais il y a certains jours c'est très très soft, il y a des jours où l'entraînement ça consiste à faire 10 swings avec une kettlebell légère, et c'est tout. D'autres jours, ben, ça va être un gros boulot, un gros entraînement de cardio ou un gros entraînement de force qui va prendre 1 heure. Et en moyenne, je dirais que ça prend en 30 et 45 minutes de faire le training quick and dirty. Et c'est un peu tous les jours, sauf les jours de repos, ou si on est fatigué, ou si on est blessé, là on lève le pied. Et c'est autorisé par la méthode, évidemment. Et c'est hyper ludique, et surtout la grosse variabilité, énorme variabilité dans ce qu'on fait et combien on en fait et l'alternance entre le cardio et la force permet d'avoir une progression qui est vraiment constante et linéaire, et ça c'est assez bluffant. Et en plus, enfin surtout, on triche, c'est-à-dire que on récupère plein de types d'exercices ou de mouvements, etc., qui vont aller par exemple profiter des effets un peu de dopage naturel, quand on va par exemple aller chercher sur des séquences de sprint où on a Mhm. une poussée de testostérone et d'hormones de croissance incroyable, et qui va contribuer aussi au travail de force derrière. Donc enfin tout ça est interrelié, se nourrit mutuellement, et c'est dingue, ça fonctionne super bien, quoi. C'est génial parce qu'en plus, je pense que ça résout un problème énorme dans la prépa physique qui est que les gens en général se font chier en salle. Et moi, Clairement. je le comprends parce que pour le coup, j'ai entraîné pendant 3 ans et beaucoup de gens viennent en salle de sport, euh, notamment d'ailleurs au Québec, parce qu'ils peuvent pas aller dehors, parce que c'est l'hiver. Et du coup, c'est un calvaire pour eux. Et c'est pour ça qu'ils prennent un entraîneur, parce qu'ils ont besoin d'un rendez-vous, parce que sinon ils viennent pas, parce qu'en fait, ça les gonfle quoi d'aller s'entraîner à la salle. Mais, le modèle économique des salles de muscu est basé là-dessus, hein. Ils savent qu'ils vont avoir genre 10% des gens inscrits qui vont venir réellement. Deuxième réaction, c'est que non, c'est pas vrai que c'est parce que qu'en hiver on peut pas aller dehors. C'est pas vrai. On peut aller dehors en hiver. Moi, je m'entraîne dehors en hiver. Et c'est hyper agréable d'être dehors quand il fait froid et de sentir qu'en fait, ben, notre corps il s'adapte et on peut avoir les mains sur les kettlebells gelés là, et faire quand même des swings et des snatchs et des trucs, et ça passe. Et oui, c'est un peu c'est désagréable, c'est inconfortable, mais en attendant, ça crée des adaptations au niveau physiologique qui font qu'on peut très très bien gérer, et on se sent bien tout le temps en fait. C'est une discipline. Toujours dans cette idée de d'avoir de la variabilité, mais aussi dans les contextes et dans les contraintes, en fait. Bah, automatiquement, la saison change, quoi. Là, la semaine dernière, il faisait 34 chez moi. Bah oui, faire des séquences de sprint dans la montée en plein cagnard à 34 degrés. Bah, j'avoue, oui, je l'ai senti passer, hein. Mais ça fait quoi? Ça fait que, bah, enfin, déjà, je le fais en étant bien hydraté. Du coup, le coup de chaleur, il risque pas d'arriver, hein.
Il n'y a pas de danger, objectivement, c'est juste inconfortable. Et derrière, ça me fait une séquence d'acclimatation au chaud. Et mon corps s'habitue à gérer la chaleur, s'habitue à fonctionner quand il fait chaud, s'habitue à transpirer plus, s'habitue à vasodilater plus et à avoir les adaptations cardiaques qui vont avec. On est fait pour en fait. Et ça fait partie de l'entraînement. Et vous refaites des fois les mêmes entraînements? Ouais, ça arrive souvent de faire les mêmes entraînements. Ok. Enfin, souvent. On va dire périodiquement, je vais devoir faire des squats avec des kettlebells, par exemple. Et je vois ma progression. Et c'est un truc qui est quand même assez hallucinant, d'ailleurs, c'est que ça progresse super vite. Alors, généralement, on va faire ce que j'appelle des tours, c'est-à-dire on fait des séries de 5, parce que le but, c'est pas de faire de l'hypertrophie, c'est de faire vraiment de la force. On fait des séries de 5 avec une kettlebell légère, une kettlebell lourde et une kettlebell très lourde. Donc on va pas forcément être capable de faire les 5 répétitions, c'est-à-dire qu'on s'arrête dès que la forme est pas parfaite ou que ça ralentit trop, on s'arrête, parce qu'on va entraîner le corps à réussir en fait. Et du coup, la kettlebell légère, elle sert de référence. Quand je fais mon press, je vais bien me placer, je suis nickel, j'ai ma structure, j'ai posé mon bassin, mon gainage debout qu'on appelle. Et je fais mon press, boum, mon omoplate elle bouge bien, tout se passe bien, nickel, ok. Je fais mon press, j'en ai fait 5, c'est facile, et j'ai un ressenti de référence. Derrière, je prends la lourde, faut que je fasse pareil qu'avec la légère, donc ça m'oblige à faire bien. Et j'ai quand même fait un petit peu de mouvement qui a pré-fatigué mon muscle et qui m'a mis le pattern juste en tête. Et après, derrière, avec la lourde, là, je le fais bien. Et après, avec la très lourde, je vais peut-être en faire qu'une, ou deux, ou trois. Et petit à petit, quand j'arrive à en faire 5, ça veut dire que j'ai progressé, quoi. Et si ça devient vraiment trop facile avec les trois, je vais changer de niveau, c'est-à-dire que la lourde devient la légère, la très lourde devient la lourde, et je prends une très très lourde, du coup. Et je progresse comme ça de manière assez, pas linéaire sur tous les exercices, mais quand même. Et comme ça, on a des gens qui se retrouvent à faire des presses à 48, avec la kettlebell de 48 et qui sont propres avec. On a des gens qui font des goblet squats avec 2,48 et qui font des séries de 5 finger in the nose, et du coup ils font est-ce qu'il y a des trucs plus lourds là